Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, trop de mélaine, Monsanto. industriel. Mais où allons-nous? Hello, hello! Nous avons vu la notion d'acidification de l'organisme dans la potion 11. J'espère qu'il ne vous a pas échappé que le stress, les soucis quotidiens ou même ceux liés à un événement particulier sont une cause majeure de notre acidification et donc, vous avez bien compris, de notre déminéralisation. Une stratégie évidente, mais pas simple, attention. Une stratégie évidente consiste donc à limiter l'effet des soucis sur notre équilibre. Et là, hop, on réduit la déminéralisation et on peut compenser en faisant juste un peu plus attention à ce qu'on mange. Vous êtes OK avec cette idée? Bon bah super, on se retrouve lundi pour une nouvelle potion. Non, je plaisante. Je sais, c'est bien joli de dire ça comme ça. Pourtant, ne croyez pas, c'est réalisable. Je vois deux moyens d'y parvenir par une sorte de réforme de la pensée. D'abord, passer dans le camp de ceux qui voient la coupe à moitié pleine. Ça change complètement la vie. Ça change le regard des autres sur vous. Ça change votre propre perception de vous-même et des événements qui vous traversent avec leur bataillon d'émotions. Ça peut aider aussi à pardonner certains actes, en les relativisant, en les pondérant. Peut-être que vous le faites déjà naturellement, et donc vous êtes OK sur ce principe, et vous en mesurez déjà les avantages. Si ce n'est pas le cas, essayez juste pour voir la différence. Quand il arrive un pépin ou une contrariété, obligez-vous, après avoir pesté comme un âne bavard, obligez-vous à reconsidérer le problème en cherchant ce qui est OK, ce qui est correct, ce qui peut finalement apporter une solution qu'on n'aurait pas vue au départ. Il y a peut-être un petit plus caché quelque part dans cette situation. Par exemple, mon train pour Toulouse est annulé car il y a grève à la Senneuse-Feu. Je peux fustiger, tambouriner, insulter les grévistes, ce qui m'acidifiera et me déminéralisera à coup sûr, m'obligera à jeûner 3 jours, puis monodiète de jus et graines germées 3 jours encore après pour essayer de compenser. L'angoisse. Au lieu de ça, je peux me dire, bon, heureusement, il y a des sites de covoiturage très fréquentés. Je vais forcément trouver une voiture, un car ou une charrette à cheval. Du coup, je vais rencontrer des gens que je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer. Je vais payer moins cher. Je suis bien contente en fait de pouvoir soutenir à ma manière le mouvement des cheminots qui ont décidé de lutter pour maintenir des droits, des conditions de travail décentes. Si chaque corporation avait cette énergie après tout, on aurait beaucoup moins de suicides au travail, de burn-out, de dépression. Cet exemple m'amène au second moyen que je voulais aborder avec vous. La notion du respect de nos limites personnelles. Mais avant de les respecter et de les faire respecter, ces limites, il nous faut les définir. Nous sommes nombreux à ne pas les définir. Nous sommes nombreux à ne les définir que quand on ressent que quelqu'un les a dépassés. Je me trompe? Si tu m'as envahi, évidemment, tu me blesses. Si je t'ai accueilli, entre nous, le respect se dresse. Les choses occupent la place qu'on leur laisse. Tout ça pour dire que nous devons ressentir, travailler, réfléchir à l'espace que nous sommes d'accord de laisser aux choses, aux événements, aux maladies, à notre famille, au boulot, aux gens en général, mais aussi au bonheur, à la joyeuseté, à la sobriété, à la simplicité, à l'argent, à la culpabilité, à tout en fait. Et quand on est au clair avec ces espaces définis comme étant autorisés, eh bien, il ne reste plus qu'à veiller amoureusement sur leurs limites qui doivent devenir infranchissables. Les choses occupent la place qu'on leur laisse, et ce, à tous les niveaux. Parfois, la défense de ces limites peut être perçue comme brusque. On peut même culpabiliser d'avoir été brutal, d'avoir comme tranché dans le vif. Il ne faut pas porter cette culpabilité. Maintenir nos limites est très difficile parfois et demande une énergie qu'on ne sait pas toujours bien doser. Je crois que ça vient avec le temps, l'expérience, la sagesse peut-être. L'avenir nous le dira. On peut réaliser qu'une relation est toxique pour soi. S'il s'agit d'un parent, c'est compliqué. Ça demande une énergie dingue de rétablir la limite acceptable pour ne pas subir cette toxicité. Donc la méthode peut paraître abrupte, injuste, inadaptée, violente pour qui se fait évincer de notre espace. Pourtant, c'est nécessaire et c'est notre droit, pour les deux parties d'ailleurs. Aucun intérêt pour soi de subir une relation.
Ou à l'inverse, aucun intérêt pour soi d'être dans un lien subi par l'autre. Ou alors c'est un intérêt pathologique, on voit ça dans les tempéraments pervers manipulateurs par exemple, où les personnes se nourrissent de l'emprise qu'ils ont sur l'autre. De toute façon, aucun intérêt pour l'univers que quiconque subisse quoi que ce soit. Donc non, personne n'est né pour subir. Si on subit, c'est qu'on ne respecte pas ses propres limites, ou alors qu'on a ouvert sciemment le portail. Auquel cas, on ne subit pas. On choisit d'être envahi, et donc on n'est pas envahi, on accueille tout simplement. Alors pour savoir si la relation à quelque chose ou quelqu'un est nocive, il suffit finalement de se demander si on a ouvert le portail, ou bien si la clôture a été déplacée insidieusement ou abattue sans plus de formalité. Vous voyez où je veux en venir ? En réfléchissant et en se positionnant fermement dans nos interactions, on détient les moyens de rationaliser, de prioriser, de trier, de jeter, de garder, de mettre de côté. On détient donc un certain pouvoir très utile pour réduire ou éliminer les sources de stress qui sont nos robinets à acide. Et donc on rétablit et on maintient une bonne santé générale qui a le mérite de s'étaler au-delà de nos limites, car il n'est pas question de voir ça comme de l'égoïsme ou de l'égocentrisme. Tout ce qui joue en faveur de l'équilibre de chacun joue donc en faveur de l'équilibre du cosmos, rien que ça. S'il y avait plus de gens heureux, il y aurait moins de gens accros au pognon ou au pouvoir. S'il y avait moins de gens accros au pognon et au pouvoir, il y aurait moins de guerres, de conflits, d'escroqueries financières, sanitaires. Et s'il y avait moins de guerres, de conflits, d'escroqueries financières, sanitaires, il y aurait plus de gens heureux. Et s'il y avait plus de gens heureux, il y aurait moins de gens accros au pognon ou au pouvoir. S'il y avait moins de gens accros au pognon et au pouvoir, il y aurait moins de guerres, de conflits, d'escroqueries financières, sanitaires. Et s'il y avait moins de guerres, de conflits, d'escroqueries financières, sanitaires, il y aurait plus de gens heureux. Et s'il y avait plus de gens heureux, il y aurait moins de gens accros au pognon ou au pouvoir. S'il y avait moins de gens accros au pognon et au pouvoir, il y aurait moins de guerres, de conflits, d'escroqueries financières, sanitaires. Et s'il y avait moins de guerres, de conflits, d'escroqueries financières, sanitaires, il y aurait plus de gens heureux. Et c'est donc ça un cercle vertueux. Je résume, coupe à moitié pleine et les choses occupent la place qu'on leur laisse. C'est fastoche et c'est vertigineux, c'est vertueux. Je vous souhaite plein de trucs câlins. J'adore ce mot. À lundi!